Bonne journée. L'histoire commence par un jeune homme habillé en costume et nœud papillon, venu chez sa petite amie pour rencontrer ses parents. Dès son arrivée, le couple montre beaucoup d'affection et le jeune homme se comporte avec respect envers la mère. Mais dès que le père arrive, l'atmosphère se fige. Avec sa carrure impressionnante et ses tatouages visibles sur les bras, le jeune homme sent immédiatement une tension monter. Le père, Walter, ne lui tend pas la main, mais l'invite à entrer dans une autre pièce pour discuter. En ouvrant la porte, le jeune homme est presque paralysé. Walter, d'une voix basse et ferme, lui explique qu'il peut confier sa fille à ce jeune homme, mais qu'un seul faux pas et sa vie future se passera sur un fauteuil roulant. Jusqu'ici, le jeune homme n'avait même pas perdu son calme devant eux, ce qui est déjà remarquable, car ces personnes ne jouent pas les intimidants, ce sont de véritables experts redoutables. Une semaine auparavant, une camionnette blindée de casino s'était arrêtée, au petit matin, devant une boutique de donuts. Deux convoyeurs sont entrés pour commander, tandis qu'une voiture suspecte se gare derrière eux. Quand ils ressortent avec leur commande, une arme est déjà pointée sur eux. Une autre voiture arrive et le chauffeur appuie immédiatement sur le bouton d'alarme, mais se retrouve menacé. Les convoyeurs sont protégés par des vitres blindées, mais les assaillants, très organisés, n'offrent aucune chance de riposte, un seul surveille avec une arme tandis qu'un autre utilise un outil pour briser les vitres. Les forces de police arrivent rapidement, mais les complices à distance peuvent voir exactement le nombre et la position des véhicules de police. L'équipe de braqueurs doit fuir en moins de 30 secondes, mais ce temps est insuffisant. Ils ouvrent la camionnette, tirent les convoyeurs dehors et l'échange de tirs commence immédiatement. Des policiers arrivent de tous les côtés, mais les criminels, extrêmement bien équipés et coordonnés, ne laissent aucune chance. L'un d'eux, un peu trop imprudent, est touché mortellement, obligeant les autres à concentrer leur feu pour maintenir la supériorité. Après avoir neutralisé les policiers à portée de tir, ils utilisent un fumigène pour couvrir leur fuite et s'échappent dans deux véhicules, guidés par leurs complices à distance. Malgré la présence de voitures de police dans les rues, ils atteignent leur garage avant le lever du soleil. À l'arrivée, personne ne parle, chacun enlève son équipement, tandis que leur chef, Remeliement, envoie un homme faire des repérages. Les braqueurs ont tué des convoyeurs et affronté la police, et la brigade criminelle va enquêter. Le lendemain, l'inspecteur Nick arrive sur les lieux, ses hommes analysent les cadavres et constatent qu'il s'agit de vrais criminels. Plusieurs points du braquage semblent incohérents, le patron de la camionnette n'a pas été éliminé, la camionnette était vide, et leur itinéraire d'évasion est minutieusement planifié via un tunnel d'aéroport dans une zone d'interdiction de vol, empêchant l'usage d'hélicoptères. L'opération, bien que sophistiquée, n'avait donc pas pour but de voler de l'argent, mais semblait viser autre chose. Pendant ce temps, Remeliement examine les photos de la scène, tandis que Nick et son équipe du commissariat de Los Angeles analysent les indices. La camionnette provenait du casino pour se rendre à la réserve fédérale, ce qui suggère soit un complice à l'intérieur du casino, soit quelqu'un connaissant la logistique de la réserve. Le soir, dans un bar, Donnie, le chauffeur de Remeliement, sert quelques amis. Parmi eux, un barbu avait fourni le guidage aux braqueurs. Après leur départ, Donnie accueille Nick, mais pense à tort qu'il s'agit d'une simple visite amicale. Cependant, dès qu'il s'assoit dans sa voiture après le service, Nick l'assomme. À son réveil, Donnie voit Nick sortir des toilettes avec une jeune femme et comprend qu'il n'a aucune chance de fuir. Il est conduit dans une autre pièce où plusieurs hommes et femmes sont présents, ce qui le laisse perplexe. Qui sont les vrais criminels ici? On l'invite à s'asseoir sur le canapé et à ne pas avoir peur. Nick lui montre alors une photo le montrant en train de rencontrer Remeliement. Donnie, petit criminel avec un passé de vol de voiture, ne peut prétendre à l'innocence, les forces de police suivent régulièrement ce type de profil. S'il ne fournit pas d'informations aujourd'hui, il ne sortira pas vivant. Rapidement, les policiers font sortir les femmes et Nick lui fait comprendre la gravité de la situation, montrant toute sa détermination. Ce moment terrifiant a failli faire tourner Donnie de l'œil. Pour sauver sa peau, il finit par tout déballer, tout ce qu'il savait, il le donna sans retenue. Il raconte que Remeliement est sorti de prison récemment, grâce à un bon avocat. À sa libération, il s'était juré de ne jamais remettre les pieds derrière les barreaux. Pas pour devenir un homme meilleur, non, mais parce qu'il voulait frapper un grand coup, celui qui changerait sa vie. Peu après, des gars étaient venus trouver Donnie au bar. Sa réputation de pilote hors pair l'avait précédé, on voulait le recruter. Comme il rêvait de faire de l'argent, il avait accepté sans réfléchir et fut rapidement présenté à Remeliement.
Celui-ci ne parla pas beaucoup, il se contenta de lui mettre une Ford Mustang entre les mains pour tester sa conduite. Donnie réussit le test avec facilité, et une semaine plus tard, il braquait un centre sportif. Le butin fut rapporté à l'entrepôt, une partie était inutilisable à cause des traces de peinture, mais il restait plus de 700 000 $. Une belle somme, mais encore très loin de ce que Remeliement jugeait suffisant pour raccrocher. À Nick, Donnie explique qu'il ignore pourquoi ils ont braqué une fourgonnette vide récemment. Remeliement ne lui confie jamais rien, il lui dit seulement de conduire. Voyant qu'il ne mentait pas, Nick ne le força pas davantage. Mais, qu'il le veuille ou non, Donnie était désormais impliqué. Nick comptait l'utiliser pour surveiller Remeliement. Donnie, lui, savait que désormais il ne pouvait se mettre à dos ni les policiers, ni les criminels. Il allait devoir marcher sur un fil pour rester en vie. Le lendemain, Remeliement amena ses hommes sur un parking faisant face à la Fédération monétaire, l'endroit où circule le plus de cash dans le pays. Dans l'histoire, 53 groupes avaient tenté de la braquer, 53 échecs. Et Remeliement voulait devenir le numéro 54. La Fédération monétaire est une forteresse, plusieurs niveaux de contrôle, vérification d'identité systématique, caméras partout. Le cerveau de l'installation se trouve dans la salle de surveillance du deuxième sous-sol, juste au-dessus des chambres fortes. Chaque jour, entre 5 000 et 8 000 milliards transitent par là. Chaque billet possède un numéro, enregistré dans la base de données. Peu importe combien on en vole, même 100 $ dépensés, et on est immédiatement identifié. C'est pourquoi Remeliement ne visait pas ces billets. La fédération a une autre fonction, séparer les billets valides des billets à détruire. Chaque jour, 30 millions de $ en billets condamnés sont retirés du système. Ces billets sont effacés du registre, puis détruits physiquement. L'idée de Remeliement était simple, si l'on subtilise ces billets après leur suppression informatique mais avant leur destruction, ils deviennent introuvables, invisibles, parfaitement exploitables. Théoriquement brillant, pratiquement infernal. Pendant ce temps, grâce aux indices, Nick avait quasiment identifié le cœur du groupe de Remeliement, tous d'anciens marines, d'anciens soldats. Pas du genre à tuer sans raison, d'où le fait que le patron de la boutique de donuts ait survécu. Tous sont disciplinés, précis, endurcis. Pour la police, les neutraliser serait aussi difficile que de braquer eux-mêmes la fédération. Avec le plan arrêté, Remeliement lança la première phase. Donnie se fit engager comme livreur dans un restaurant proche. Suivant les commandes, il entra dans la fédération avec 2 sacs repas. Remeliement surveillait de loin, et Nick aussi. Donnie passa l'accueil, montra sa carte d'identité, signa le registre, reçut un badge limité, puis livra normalement 2 employés. Enfin, profitant d'un moment calme, il entra dans les toilettes, grimpa discrètement sur une cabine vide, et glissa un sac dans la bouche d'aération. Rien de plus. Puis il ressortit, calme, comme si de rien n'était. Remeliement fut satisfait. Nick, lui, était perdu, impossible pour un groupe, même lourdement armé, de braquer la fédération. Il pensa que tout ceci n'était qu'une diversion. Pour en avoir le cœur net, il se rendit dans le restaurant où Donnie disait avoir rencontré les braqueurs. Les 2 camps savaient très bien ce que l'autre était. Ni Remeliement ni Nick n'avaient intérêt à provoquer l'autre. Mais Nick ne respecte jamais les règles, il marcha droit vers leur table et salua Donnie. Aucun d'eux n'était dupe, ce geste révélait tout. Donnie avait livré à la fédération un sac qui semblait sans rapport avec un braquage. Nick pensa alors que Donnie lui avait menti et provoqua volontairement cette scène pour que Remeliement perde confiance en Donnie. Pas pour le tuer, mais pour l'isoler, afin qu'il se tourne encore plus vers la police. Ce calcul n'était que partiellement correct. La tension monta, les hommes se levèrent, prêts à en découdre, jusqu'à ce que les collègues de Nick l'attrapent pour le faire sortir. Pour Remeliement, une évidence se dessine. Donnie connaît un policier. Donnie pourrait être un policier. Une phrase suffit pourtant à lui éviter une balle. Celui qui peut ruiner l'opération. On ne tue pas un homme qui peut faire capoter un plan valant plusieurs dizaines de millions. Remeliement ne l'interrogea pas davantage. Il lui ordonna simplement d'apporter un message à Nick. Donnie s'exécuta, il retrouva Nick, lui reprocha son imprudence qui aurait pu le faire tuer, puis lui transmit une seule info. Remeliement frappera vendredi. Puis il partit. Mais Nick sentait que quelque chose clochait. Le soir même, après un passage en boîte, une danseuse s'approcha de lui et il décida de se détendre. Le lendemain, Remeliement rentra chez lui,
et tomba nez à nez avec Nick sortant de la chambre. Les deux hommes se regardèrent, puis leurs yeux se dirigèrent vers le pistolet posé sur le comptoir. L'air devint lourd. Après quelques secondes, Remeliement tourna les talons et s'en alla sans un mot. Nick quitta l'appartement, monta dans sa voiture, et transmit aux équipes ce que la femme venait de lui révéler. Arriva enfin le vendredi. Pour Nick, c'était clair, le projet de braquer la fédération n'était qu'un écran de fumée. Il croyait la version de la femme plutôt que celle de Donnie. Mais Remeliement préparait son équipe avec sérieux, même Donnie reçut une mitrailleuse. Quand tout fut prêt, ils se rendirent à une petite banque locale. Derrière, Nick et ses hommes attendaient déjà, prêts à intervenir dès que les braqueurs ressortiraient, l'argent en main. Remeliement et ses hommes foncèrent dans la banque, maîtrisant tout le monde en quelques minutes. Après avoir confisqué les téléphones, Remeliement fit asseoir le directeur sur une chaise. Puis son plan devint soudain, étrange. Il ordonna au directeur d'appeler le 911 pour exiger un hélicoptère plein d'essence chargé de 10 millions. Chaque heure sans réponse, un otage mourait. Pas de négociation, pas de discussion, toute tentative de contact se solderait par un mort. Le directeur, terrifié, obéit. À l'extérieur, Nick et le FBI tombèrent des nues. Quel braqueur réclame plus d'argent au lieu de prendre celui de la banque? Quel criminel se condamne ainsi à mort? Avant qu'ils n'y comprennent quelque chose, les forces spéciales arrivèrent, et un négociateur tenta de parler au téléphone. Remeliement raccrocha aussitôt et ordonna d'emporter un otage. Fusillade verbale, tensions extrêmes, mais rien n'avait de sens pour Nick. Puis une explosion retentit. Nick, soudain alarmé, vérifia la carte et scruta une plaque d'égout voisine. Tout devint clair. Remeliement venait de jouer le plus vieux piège stratégique. Diversion massive. Braquage spectaculaire, menace d'otages, explosion, tout pour attirer policiers, FBI et hélicoptères au même endroit. Le véritable objectif était ailleurs. Certain que Remeliement avait déjà quitté les lieux, Nick marcha droit vers la banque, sans aucune peur. Il entra, inspecta les lieux, les criminels avaient disparu. L'otage était vivant. Et surtout, la chambre forte avait un trou béant. En suivant la brèche, Nick découvrit un tunnel menant vers la surface, à proximité immédiate de la Fédération. Au même moment, une fourgonnette blindée entrait dans son garage souterrain. La même que celle volée auparavant, repeinte pour être méconnaissable. Les documents falsifiés étaient impeccables. Dans la cargaison, non pas des billets officiels, mais ceux volés au centre sportif, maquillés en dépôts interbancaires. Selon la procédure, cet argent devait être contrôlé et trié par la Fédération. Et c'est ainsi que deux membres de Remeliement poussèrent calmement les caisses directement vers la zone de traitement des billets. Deux hommes ne pouvaient pas entrer et durent attendre dehors, laissant la manipulation des caisses aux braqueurs. Une fois les deux caisses déplacées vers l'emplacement prévu, Remeliement et son acolyte enfilèrent leurs casques audio pour suivre en temps réel le comptage des billets. La salle forte disposait d'une alimentation de secours, en cas de coupure, tout le personnel devait évacuer rapidement, et c'était exactement ce que Remeliement recherchait. Bientôt, tous les employés quittèrent la salle. Donnie, caché dans une caisse, sortit son brouilleur de surveillance. Voyant les agents relâcher leur vigilance, Remeliement donna l'ordre à Donnie de sortir. Un des gardes, remarquant une anomalie sur les caméras, tenta de réinitialiser le système, mais Donnie avait déjà repris sa place derrière un meuble, indétectable. Profitant de ce laps de temps, Donnie commença à remplir frénétiquement des sacs poubelles avec les billets destinés à être détruits. 2 minutes suffirent pour amasser plusieurs millions. Il jeta ensuite les sacs dans une poubelle et y plaça également le brouilleur. À l'intérieur, les agents de tri furent surpris, les caisses semblaient avoir perdu la moitié de leur contenu, mais ils continuèrent leur travail, suivant les procédures. Peu après, Remeliement rétablit le courant, le comptage devait être terminé avant toute sortie. En quelques minutes, tout était validé, et les montants correspondaient aux chiffres officiels, 712 000 $, aucun écart détectable. Pendant ce temps, les billets jetés dans la poubelle avaient été transportés jusqu'au garage, prêts à être déplacés. Donnie, suivant le plan, récupéra les sacs depuis le conduit d'aération et rejoignit discrètement les employés du restaurant pour livrer la nourriture. Peu importait que le temps de livraison soit dépassé. Il utilisa l'ascenseur pour atteindre la sortie. Le responsable, ne l'ayant jamais vu entrer et ne voyant aucun nom sur le registre, lui laissa passer après une brève hésitation. Pendant ce temps,
les complices de remeliement attendaient la poubelle depuis un véhicule discret. Les deux véhicules échangèrent leur itinéraire, bien que cette initiative n'ait pas été ordonnée par remeliement. Donnie remit les sacs au destinataire prévu, accomplissant sa tâche parfaitement. Mais la situation se compliqua, remeliement sortit avec son véhicule et fut repéré par Nick. Ce dernier fit converger ses équipes pour un encerclement. La circulation les piégea rapidement. Remeliement comprit qu'il n'y avait pas d'échappatoire et ordonna à tous de mettre leurs gilets pare-balles. Nick immobilisa Donnie contre un véhicule et ses hommes se préparèrent à l'assaut. Remeliement, armé d'une mitrailleuse lourde, fit feu avec précision. Un membre de l'équipe de Nick fut touché. Les tirs continuaient, les deux camps avancèrent et reculèrent en même temps. Les billets n'étaient plus la priorité, survivre était devenu l'objectif. La confrontation finale opposa Nick et Remeliement. Ce dernier, à court de munitions, tenta de riposter avec son arme de poing, mais il fut rapidement abattu par Nick. Avant de rendre son dernier souffle, il rechargea son arme vide, comme pour garder un semblant de contrôle. Alors que Nick pensait l'opération terminée, Donnie s'était déjà libéré de ses menottes et disparu. Les sacs de billets dans la voiture de Remeliement n'étaient que des détritus, toute cette opération semblait n'avoir servi qu'à tromper Nick. Nick retourna au bar où Donnie avait travaillé, cherchant le seul survivant. Les indices furent clairs, les employés de la fédération et les conducteurs de poubelles étaient complices. Le véritable cerveau de l'opération n'était pas Remeliement, mais Donnie lui-même. En réalité, Donnie avait recruté Remeliement pour bénéficier de son équipe. Travailler au bar lui avait permis de créer des liens avec le personnel de la fédération et de collecter toutes les informations nécessaires. Même lorsqu'il fut confronté à Nick, Donnie mentit sans relâche pour protéger son plan. La confrontation au restaurant avait servi à semer le doute dans l'esprit de Remeliement, consolidant la confiance du chef en Donnie, tout en permettant à la police de croire qu'il détenait le contrôle. Lorsque Nick finit par découvrir la vérité, Donnie ne perdit pas une seconde et révéla l'emplacement de Remeliement. Pendant que les forces s'affrontaient, Donnie profita de l'occasion pour se libérer et disparaître intact. Enfin, les billets furent transférés dans les pneus pour un transport discret. Peu après, Donnie fut aperçu dans un bar à Londres. L'histoire ne s'achevait jamais vraiment pour lui, l'opération suivante n'était qu'une question de planification. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un like, et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos ou sorties.